Chers et chers collègues, mesdames, messieurs, bonjour et c'est un vrai plaisir et un honneur de vous accueillir ici pour ce colloque Voix et Va. Donc voilà, vous regardez l'écrit pour comprendre. Voix et Va de la philologie classique. Je voudrais d'abord saluer les organisateurs de cette manifestation, M. François Bougard, du CNRS, directeur de l'Institut de recherche et d'histoire des textes depuis 2014. Avant, vous avez été professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'Université Paris-Nanterre. Luigi Alberto Sanchi, du CNRS également, directeur de recherche à l'Institut d'histoire du droit de Paris, Panthéon-Assas. Et grand spécialiste de Guillaume Bouidet, évidemment, dont on se trouve ici dans la salle, et de littérature grecque, et bien sûr notre collègue Dario Mantovani, titulaire de la chaire Droit, culture et société de la Rome antique. Donc c'est un colloque qui peut être ardu pour certains, mais je ne pense pas pour vous qui êtes là ce matin, qui sera là encore demain. Un colloque qui concerne en gros deux sujets. D'une part, l'édition critique des textes de l'Antiquité classique, grecque, romaine, mais aussi, j'ai vu, avec un détour sur les textes chrétiens. Et d'autre part, les initiatives de diffusion de ces textes en France, notamment dans le cadre de certaines collections comme Folio Gallimard, encore les Belles Lettres et d'autres. Et il est clair qu'un tel colloque a tout à fait sa place ici au Collège de France, pas seulement parce que la salle s'appelle salle Budet, ce sera une première raison, mais permettez-moi de vous rappeler que les premiers lecteurs engagés au Collège royal, les premiers lecteurs royaux, engagés par François Ier en 1530, furent surtout des lecteurs de grec et d'hébreu. Donc, je vous cite Pierre Danès, Jacques Toussaint pour le grec et l'hébreu, François Vatable, Agatio Guidacerio et ensuite Paul Paradis, auxquels s'ajoutèrent assez vite, en 1534, un lecteur de latin. J'ai passé en silence le lecteur de mathématiques, pas tout à fait. Voilà, donc ces lecteurs de latin, c'était Barthélemy Latomus, cher d'éloquence latine. Donc l'institution d'un collège particulièrement voué aux langues bibliques, d'abord, s'inscrit évidemment dans l'environnement humaniste du XVe et XVIe siècle. Et le but, comme vous le savez, des humanistes, mais aussi des réformateurs, était de se rapprocher des textes originaux de la Bible, l'Ancien Nouveau Testament, par une traduction aussi exacte que possible, mais aussi par le travail de ce qu'on va appeler la critique textuelle, la comparaison des manuscrits permettant d'accéder aux textes primitifs. Les premiers lecteurs royaux furent cependant aussi des éditeurs. Ainsi, François Vatable, aussi à l'aise en hébreu qu'en grec, fut surtout un traducteur et un éditeur. Il a édité les textes de la Bible hébraïque et notamment le commentaire de David Kimchi, grand commentateur juif sur les 12 prophètes. Mais il a aussi traduit les œuvres d'Aristote du grec en latin. Agatio Guidacerio nous a laissé une traduction latine du Cantique des Cantiques avec un commentaire philologique dans lequel il compare l'original hébreu aux précédentes traductions latines et la version grecque, donc la fameuse Septante. Et ensuite, Pierre Danès, alors qu'il était lecteur d'hébreu, édita des nombreux classiques comme Justin, Florus et Sextus Rufus. Donc, vous voyez, la philologie, dès le début, a eu sa place ici au Collège de France. Et ce colloque d'aujourd'hui et demain s'inscrit parfaitement dans cette activité de recherche fondamentale du Collège de France. Je voudrais remercier tous les intervenants et intervenantes qui ont accepté de communiquer aujourd'hui et demain. Le premier volet, comme vous l'avez vu dans le programme, est consacré à l'ectotique. Certaines interventions vont retracer la façon dont l'histoire de la philologie était racontée et comment les méthodes philologiques ont évolué. Il y aura aussi la présentation d'une encyclopédie en cours de réalisation sur l'histoire de la philologie. Et ensuite, dans le cadre du second volet, donc voix,
on présentera les collections, les revues françaises consacrées à la philologie et évidemment, il sera également question du rôle important de la Bibliothèque nationale de France, la BNF, avec laquelle, comme vous le savez, le Collège de France a des liens très très importants depuis les origines. Souvent, en fait, les administrateurs, les professeurs étaient aussi en charge de la BNF et nous allons bien sûr l'évoquer. Bien sûr, il faut aussi parler, et on parlera, des humanités digitales. Je voudrais aussi souligner, je regardais le programme et j'étais en effet impressionné évidemment par toutes les communications, mais aussi par le fait que vous allez laisser beaucoup de place à la discussion. Et je pense que c'est cette place aussi qui permettra des échanges, des approfondissements de ce colloque qui, évidemment, comme l'a dit Dario, sera publié. J'ai oublié dans quelle collection, mais Dario la rappellera sans doute tout à l'heure. Voilà, mesdames, messieurs, chers collègues, je vous souhaite un excellent colloque. Je remercie de votre attention et je donne la parole à monsieur François Bougard. Merci. Mon propos sera très bref. Il est surtout pour remercier d'abord Luigi Alberto Sanchi, qui le premier a eu l'idée de cette rencontre, et il l'a eu dans le cadre des réunions du comité de rédaction de la revue d'histoire des textes. C'est là qu'il a présenté pour la première fois cette idée. Remercier évidemment aussi Dario Mantovani et avec lui l'ensemble du Collège de France. Mes compétences en matière de philologie, je crois, sont nulles ou en tout cas très amatoriales. Je ne suis donc pas là pour mes compétences personnelles, mais à titre institutionnel. Et je dirais que c'est un honneur d'avoir, en pensant à une telle rencontre, s'être dit que peut-être il était bien d'impliquer l'Institut de recherche et d'histoire des textes, qui se consacre à ces matières depuis sa naissance en 1937. Et je dirais que c'est une des raisons supplémentaires pour lesquelles il me faut remercier les concepteurs du colloque. À titre personnel, je suis toujours un peu gêné quand j'entends ou quand je dois parler de philologie, parce que j'ai du mal à appliquer à ce terme une définition stricte. Amour du langage, très bien, oral, écrit, je ne sais pas trop. S'agit-il d'une discipline ou d'une forma mentis qui nous réunirait tous? Ce sont des questions très, très simples, si vous voulez, mais dont j'espère que ces 2 journées pourront aider à m'apporter à moi une réponse. Je suis heureux donc de céder immédiatement la parole à qui va me succéder dans l'ordre alphabétique, c'est-à-dire Dario Mantovani, et me réjouis donc de ces 2 jours. L'idée première de ce colloque revient à Luigi Alberto Sanchi. Elle a rapidement pris corps avec le concours de François Bougard, le soutien de nos institutions respectives, et je tiens à remercier pour ma part le Collège de France et notamment son administrateur Thomas Römer qui a accepté d'ouvrir le colloque avec la sensibilité que vous venez de remarquer. Je vous rappelle aussi que nous serons reçus demain, après la conclusion de nos travaux, à l'Institut d'histoire du droit de l'Université du Panthéon-Assas. Philologie, à mon sens, signifie l'amour du langage en tant qu'instrument de la raison. Idéal aux sciences, passion ou métier, la philologie classique implique l'étude des textes grecs et latins et de tous les contenus culturels qui révèlent. La philologie a une longue histoire, on le sait bien, des protagonistes, des tournants. Le premier volet de notre colloque sera l'occasion de se demander comment cette histoire, plus que revenir sur cette histoire, comment cette histoire a été racontée. Mais la philologie a aussi un présent foisonnant en France,
des collections de textes classiques qui font le tour du monde, des traductions, des revues qui lui sont consacrées, des infrastructures numériques indispensables pour la recherche à l'international, et j'évoque ici l'année philologique. Existe-t-il donc un avenir aussi pour cet amour du logos en tant qu'instrument de la raison? Pour moi, ce colloque est aussi une façon de rendre hommage à tous ceux et celles qui travaillent dans cet effort de transmission. Et je ne peux pas m'empêcher dans ce moment de penser à Jean-Louis Ferrari. En tant qu'historien du droit, on pourrait se demander de quel droit je suis assis, maintenant debout, parmi des philologues, d'abord pour apprendre, je l'avoue, mais justement car j'ai toujours conçu la philologie comme l'essence même de l'étude de l'Antiquité dans tous ses domaines. Elle suppose naturellement qu'on maîtrise le lexique, la morphologie, la syntaxe d'une langue. Le philologue s'adonne ensuite à rétablir le texte dont il s'intéresse dans son teneur originale, confrontant les divers états par lesquels il est passé. Le texte, une fois établi, il ou elle en dégage le sens en faisant appel à un éventail de connaissances qui relèvent de ce que nous appellerions l'histoire d'une civilisation, dans notre cas du monde grec et du monde romain. Au bout du compte, tout relève de la philologie ainsi comprise, puisque tout est utile pour bien comprendre un texte. La philologie, au fond, n'est que suivre des traces laissées par des ombres, des traces qui vont nulle part, qui s'arrêtent trop vite, mais que l'âme poursuit malgré tout dans leur disparition. J'emprunte ces mots du dernier livre de Pierre Versperini consacré aux poètes lettrés oubliés de la Rome ancienne. Mais il n'y a pas besoin d'insister trop sur ce point. Hier, chez la collection des universités de France, vient de paraître un nouveau tome du commentaire de Servius à l'Énéide, qui constitue un exemple parfait de philologie au 3e degré, parce que c'est à la fois la philologie ancienne sur un texte plus ancien et moderne sur 2 textes anciens. Tout cela vaut aussi pour le droit, à mon sens. L'étude du droit romain exige, par exemple, de disposer d'éditions critiques des textes des juristes, ce dont nous ne disposons pas. Et je consacre depuis 2 ans mon séminaire au collège à l'édition critique de l'œuvre sur les devoirs du gouverneur de province que je suis en train de réaliser avec mon collègue Mario Denon. Donc il y a une exigence de philologie, une soif de philologie parmi les historiens du droit. Enfin, ensuite, il faut comprendre leur langue, leur style, le style des juristes, puis le contenu de leurs ouvrages, qui devient plus clair si on le relie à tant d'autres disciplines, de la rhétorique à la poésie, puisque les juristes aussi, en tant qu'écrivains, ne dédaignent pas de nourrir leur langue de Lucrèce et d'Horace. Pour le dire autrement, il me semble qu'il faut appliquer de façon de plus en plus intense à l'étude des juristes les méthodes de la philologie. Cela dit, la vraie question est à quoi sert aujourd'hui rétablir et comprendre un texte ancien? Le paradoxe, me semble-t-il, est qu'une spécialisation telle que la philologie classique débouche sur une certaine idée de la culture, entendue comme culture générale, c'est-à-dire opposée à toute spécialisation trop étroite. Donc c'est un paradoxe, une spécialisation qui débouche sur une idée de culture de grande envergure et d'ampleur. C'est l'idéal d'une formation qui ne se ferme aucun horizon pratique ou théorique. Et dans cette perspective, il faut toujours évoquer ici Guillaume Budet. Dans son traité de la philologie, il a fait valoir que la philologie permettrait de former d'excellents conseillers du roi, qu'à son époque n'étaient au contraire choisis que parmi les médecins, les théologiens et les juristes. Est-ce qu'on peut cultiver ce souhait aujourd'hui encore? Je pense donc que réfléchir sur la philologie est aussi une réflexion sur la formation. Et je veux rappeler que
Le colloque de rentrée cette année du collège est effectivement consacré à la formation dans une perspective aussi diachronique. Mais au fond, je pense que l'objectif suprême de la philologie est la transmission. Et lorsque nous recherchons en public plus large, c'est une des questions qu'on abordera aujourd'hui, nous recherchons précisément la transmission de ces contenus. Au fond, la philologie, depuis la philologie alexandrine, va toujours de pair avec la conservation. Conservation des textes, des langues, et donc des contenus. Et alors, face à une culture en mutation qui va jusqu'à demander d'effacer une partie du passé, la philologie est devenue un terrain de discussion idéologique. Je pense que le remède peut se retrouver dans la philologie elle-même, car rien de plus subversif qu'une telle science qui se veut, par définition, critique. Elle remet en cause les textes et les interprétations. Mais pour faire cela, remettre en cause les textes, les interprétations et les idées elles-mêmes, il faut connaître ce dont on parle. Et pour cela faire, il me semble que rien ne vaut le contact direct avec les œuvres. Et donc ce colloque n'est au fond qu'une invitation à garder ce contact. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous avez entendu le professeur Dario Mantovani, il a tout dit, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est le sentiment de reconnaissance que nous lui devons tous, parce qu'il a immédiatement été sensible à la proposition donc, de traiter au sein d'un colloque les questions relatives à l'histoire de la philologie et à la philologie telle qu'elle se pratique de nos jours. Et je remercie évidemment tout aussi chaleureusement M. Remer, qui a aussi pris en grande considération la légitimité, même d'après son discours, comme vous l'avez entendu, de nos disciplines ici, dans cette institution et dans cette salle, qui porte le nom d'un humaniste qui m'est très cher, comme on l'a dit. Et l'idée de ce colloque m'est en effet venue, alors non seulement parce qu'il y a plusieurs publications récentes qui traitent de ce domaine, l'histoire de la philologie classique, mais aussi par le souci d'insérer, disons, mes travaux spécifiques dans le cadre auquel ils appartiennent. Donc la philologie dans sa dimension historique, dans cette dimension, la philologie nous apparaît comme la construction collective d'hommes et de femmes au long de plusieurs générations, comme toute science, avec ses postulats, ses révolutions, ses époques et ses lieux. C'est aussi une histoire, comme on vient de le rappeler, d'une émancipation intellectuelle. C'est une discipline qui est aussi structurante pour l'histoire intellectuelle de l'Europe moderne. Donc nous avons voulu offrir un espace commun aux spécialistes du texte, mais aussi aux lecteurs et à leurs représentants, notamment les éditeurs. Je remercie Madame Noirot, présidente de Belles Lettres, d'être avec nous ce matin. Et pour interroger nos orientations respectives. Donc, je tiens à exprimer ma profonde gratitude donc, à tous les organisateurs, aux intervenants, au public. Et je le fais aussi au nom de l'Institut d'histoire du droit Jean Godmet, qui, comme vous avez compris, est un lieu propice à la philologie. Et j'ai le plaisir de voir plusieurs étudiants et jeunes chercheurs ici présents dans la salle. Donc, tous mes remerciements et merci à vous tous de participer à cet événement dont je suis évidemment le plus heureux participant. Merci beaucoup.